Oui, je voudrais donc montrer que la télévision est le lieu de censure multiples et pour la plupart invisibles, y compris pour ceux qui les exercent. Et ceci est important parce que euh, l'analyse sociologique se heurte souvent à un malentendu euh, lorsque elle met au jour des mécanismes cachés. Ceux qui font l'objet de ces analyses, dans le cas particulier des journalistes, ont tendance à penser que le travail de dénonciation, avec une apostrophe, est un travail de dénonciation, et de dénonciation personnelle. Et ils se sentent en quelque sorte visés par les analyses. Alors que plus on avance dans l'analyse d'un mécanisme, d'un milieu, d'un fonctionnement social, plus en quelque sorte on est amené à dédouaner les agents de leurs responsabilités. Ce qui ne veut pas dire qu'on justifie tout ce qui se passe dans un univers social, mais plus on comprend comment il fonctionne, plus on comprend aussi que les gens qui le font fonctionner sont manipulateurs autant que manipulés. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne manipulent pas. Et souvent, ils manipulent d'autant mieux qu'ils sont eux-mêmes manipulés et inconscients de l'être. Donc, j'insiste sur ce point, tout en sachant que malgré tout ce que je dis sera perçu comme ce qu'on appelle une critique. Bon, c'est aussi une manière pour les groupes sociaux analysés de se défendre contre l'analyse. Donc la télévision est le lieu de censure. Ces censures, on s'attend à ce que je dise qu'elles sont politiques. Et on pense que effectivement la télévision est sous le contrôle des gouvernements, des ministres de l'information. On proteste contre le fait que la France est un ministre de l'information, ce qui évidemment n'est pas très défendable, mais l'important n'est pas tellement là. On peut penser aussi aux censures économiques. En fait, il est vrai qu'en dernier ressort, on pourra dire que ce qui pèse sur la télévision, c'est toute la logique économique. J'ai bien en dernier ressort, en dernière analyse. Cela dit, dire simplement que ce qui se passe à la télévision est déterminé par les gens qui possèdent la télévision, par les annonceurs qui payent la publicité, par l'État qui donne des subventions, je pense que c'est très insuffisant et que si on ne savait sur une chaîne de télévision que le nom du propriétaire, la part des annonceurs dans le budget, des différents annonceurs, etc., et le montant de subvention, on ne comprendrait pas grand-chose. Voilà, ce sont des choses tellement grosses et grossières que la critique la plus élémentaire les perçoit. Il me semble que ce que je veux montrer est beaucoup plus subtil et donc beaucoup plus dangereux. Bon, je parle souvent de violence symbolique, enfin, bon, c'est une notion qui peut paraître abstraite et difficile, mais je crois qu'elle est utile en l'occurrence. La violence symbolique est une violence, ce sont des coups en quelque sorte, bon, qui s'exercent avec en quelque sorte la complicité tacite de ceux qui la subissent et de ceux qui l'exercent, dans la mesure où les uns et les autres sont inconscients de subir cette violence. Et un des rôles de la sociologie, enfin c'est son métier, elle fait comme toutes les sciences, elle dévoile des choses cachées, inconscientes, et ce faisant, elle peut contribuer un petit peu à minimiser la violence symbolique qui s'exerce dans les rapports sociaux, et en particulier dans le rapport de communication médiatique. Alors, ce que je veux montrer donc, c'est une série, je veux mettre le doigt sur une série de mécanismes qui font que la télévision cache. La télévision cache tout en montrant. Et en un sens, plus elle montre, plus elle cache. Plus elle dévoile, plus elle voile. Alors, bon, j'ai l'air encore de jouer au paradoxe, mais prenons le plus facile. Bon, je vais aller constamment du plus facile, du presque conscient, jusqu'au, je crois, le plus difficile et le plus inconscient. Les faits divers. Bon, on pourrait dire, pour faire un jeu de mots, les faits divers, ce sont des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrée élémentaire, rudimentaire de l'information, qui est très importante. Ça, je le dirai au moins 20 fois au cours de mon exposé. La rareté, la denrée la plus rare à la télévision, c'est le temps. Bon.
Penser qu'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, ça veut dire que ces choses si futiles, en fait, sont très importantes dans la mesure où elles cachent les choses précieuses, elles cachent les choses importantes. Alors, si j'insiste sur ce point, c'est qu'on sait par ailleurs qu'aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis en tête, je n'ose pas les dire de mémoire, on sait qu'aujourd'hui, une proportion très importante, qui est de l'ordre de plus de 50% des gens, ne lisent aucun quotidien. Autrement dit, sont voués, corps et âme, à la télévision. Or, si elle fait ce que je dis, c'est-à-dire si par exemple en mettant en tête des faits divers, or vous pouvez vérifier, prenez France Info, dans 5 minutes, on peut faire la vérification, on va commencer par un fait divers, et de plus en plus, et puis quand ce n'est pas la page sportive, etc. Bon, en remplissant ce temps rare avec du rien, avec du vide, ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. La télévision a cette propriété qu'elle montre, bon. Mais on peut paradoxalement cacher en montrant. Bon, alors évidemment, en montrant autre chose que ce qu'il faudrait montrer, bon, si on faisait ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire informer, mais on peut aussi cacher en montrant ce qu'il faut montrer, mais en le montrant de telle manière qu'on ne le montre pas, en montrant de telle manière que on le décompose, ou on le déconstruit, on le rend insignifiant, ou au contraire qu'on le construit de telle manière qu'il prend un sens qui ne correspond pas du tout à la réalité. Alors sur ce point, j'aurai l'embarras du choix, mais je prends deux exemples qui sont empruntés à un très beau travail de Patrick Champagne dans La misère du monde. Patrick Champagne a fait un chapitre consacré à la représentation que les médias donnent des phénomènes de misère, de qu'on appelle de banlieue, etc., etc. Et il montre comment les journalistes, portés à la fois par les propensions inhérentes à leur métier, à leur vision du monde, à leur formation, à leur, à leur disposition, etc., mais aussi par la logique de la profession dans laquelle ils se trouvent, etc. Il montre donc comment les journalistes, sous ces différentes contraintes, sélectionnent dans la réalité sociale et dans cette réalité particulière qu'est la vie des banlieues, un aspect tout à fait particulier et qui ne correspond en général pas à grand-chose. Alors, autrement dit, pour dire les choses très simplement, les philosophes appellent ça des catégories. Ce sont des catégories, ce sont des structures invisibles, bon, qui sont le principe de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas. Bon, la métaphore la plus commode qu'emploient les professeurs qui veulent enseigner Kant, ils disent au fond ce sont des lunettes. Bon, et je pense que c'est pas faux, ce sont des lunettes, mais d'un type très particulier, des lunettes qui structurent d'une certaine façon, qui disent ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est masculin, ça c'est féminin, etc. Bon, alors ces catégories, nous en avons plein la tête, elles sont le produit de notre éducation, de l'histoire, etc., etc. Et les journalistes eux-mêmes ont des catégories à partir desquelles ils voient certaines choses, ils n'en voient pas d'autres, hein, et ils voient d'une certaine manière les choses qu'ils voient. Voilà les deux procédés. Ils opèrent donc une sélection et une construction de ce qui est sélectionné. Alors, principe de sélection. Le principe de sélection, c'est le sensationnel. C'est donc ce qui est sensible, immédiat, mais alors c'est encore trop vague. Le sensationnel, c'est aussi le spectaculaire. On est dans une logique du spectacle, on filme, donc il est normal qu'on filme des choses spectaculaires. La télévision appelle en quelque sorte du spectaculaire, du sensationnel, elle appelle à la dramatisation, elle appelle à la vision dramatique. Et un des problèmes étant d'avoir l'ouverture du journal. Il va y avoir une compétition entre les journalistes pour avoir l'ouverture, une compétition entre les journaux pour avoir la meilleure ouverture, etc. Et tout ça va porter à la dramatisation. Donc, dans les banlieues, ce qui intéressera, ce sont les émeutes. C'est déjà un grand mot. Hein. Ça peut être un chahut qui devient émeute. Alors là aussi, on fait le même travail sur les mots. Avec des mots ordinaires, on n'a rien à dire, on n'épate pas le bourgeois, ni le peuple. Bon, donc il faut des mots extraordinaires. Donc les journalistes, grosso modo, s'intéressent à l'exceptionnel pour eux.
Bon, ce qui peut être ultra banal pour d'autres pourrait être extraordinaire pour eux, grosso modo. Donc, ils s'intéressent à l'extraordinaire. Là, je crois que c'est pour résumer ce que j'ai à dire. L'extraordinaire, en mettant tiré entre les deux mots, l'extraordinaire, bon, c'est-à-dire ce qui est extérieur à l'ordinaire, ce qui rompt avec la routine ordinaire. Et l'extraordinaire, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas quotidien, ce qu'on ne voit pas tous les jours. Alors, c'est bizarre, les quotidiens doivent parler de ce qui n'est pas quotidien. Alors, c'est un problème. Et ils doivent parler quotidiennement de l'extra-quotidien. C'est du boulot, il faut voir, le métier de journaliste n'est pas facile, hein, je ne le critique pas. Donc l'extraordinaire, ça sera quoi? Ce qui sort du cadre quotidien. Bon, alors ça va être justement le fait divers, etc. Et aussi, alors c'est là que ça devient plus grave, ça va être ce qui est extraordinaire par rapport aux autres journaux. Bon, donc c'est la double définition, c'est ce qui est différent de l'ordinaire et ce qui est différent de ce que les autres journaux disent de l'ordinaire, ou disent ordinairement. Bon. L'image a cette force exceptionnelle qu'elle peut produire ce que les critiques littéraires appellent un effet de réel. Elle peut faire croire, elle peut faire voir et faire croire à ce qu'elle fait voir. Et cette sorte de puissance d'évocation a des effets de mobilisation. Elle peut faire exister pas seulement des idées, pas seulement des images, des représentations, elle peut faire exister des groupes. Alors, il y a un autre exemple que prend Patrick Champagne dans son texte, c'est la grève des lycéens des années, je ne sais plus, il y en a eu tellement, grâce à Dieu, bon, c'était une des grèves des lycéens. Et bon, c'était un petit événement dont le traitement illustre parfaitement tout ce que je viens de dire. Les journalistes avaient en tête 68, alors bon, est-ce que ça serait pas le nouveau 68? Si 68, il faut vraiment pas le rater. Bon, alors on commence à filmer, puis on a affaire à des ados pas très politisés, qui savent pas trop quoi dire. Alors on crée des porte-paroles, les porte-paroles se prennent au sérieux, etc. Bon, et de fil en aiguille, bon, la télévision qui prétend enregistrer, enfin qui prétend être un to record, enfin comme on dit, d'être un instrument d'enregistrement, bon, devient un instrument de création, de réalité. Bon, elle fait voir, elle fait croire, et alors ça conduit à des choses extrêmement importantes. On va de plus en plus vers des univers où le monde social est décrit, prescrit par la télévision. La télévision devient en quelque sorte l'arbitre de l'accès à l'existence sociale et politique. C'est des gros problèmes de la politique, c'est de savoir comment imposer des principes de vision du monde, toujours les fameuses catégories, imposer des lunettes telles que les gens voient le monde selon certaines divisions. Ils disent ce qui est important, s'opposition entre les jeunes et les vieux, ou les étrangers et les Français, etc. Bon, cette opposition, ces principes d'opposition, on les impose et on fait des groupes. C'est ça l'enjeu. Et ces groupes se mobilisent et font convaincre de leur existence, font pression, font reculer le gouvernement, comme on dit, etc. Bon. Dans ces luttes aujourd'hui, un des choix devient, faut-il manifester pour la télévision ou manifester, bon, et ceux qui en sont encore à croire qu'il faut manifester, que ça suffit, risquent de rater leur manifestation. Il faut de plus en plus produire des manifestations pour la télévision, c'est-à-dire des manifestations de nature à intéresser les gens de télévision, étant donné leur catégorie de perception. Voilà. Alors, j'ai dit jusqu'à présent, j'ai parlé comme si le sujet de toutes ces actions était le journaliste. Alors évidemment, le journaliste est une entité abstraite qui n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des journalistes extrêmement différents, selon le sexe, selon l'âge, selon le journal, selon le médium. Il n'y a presque rien en commun entre la présentatrice de TF1 et l'éditorialiste du Monde, etc. etc. Bon, donc il y a toutes sortes de divisions, il y a une dispersion très grande de la population. Le monde des journalistes est un monde divisé, où il y a des conflits, des concurrents, des hostilités, etc., etc. Cela dit, mon analyse reste vraie, je crois, parce que ce que j'ai à l'esprit, c'est que cette image que produit globalement la télévision est beaucoup plus homogène qu'on ne croit en ce qui concerne les biens symboliques, enfin les messages. La concurrence homogénéise. Il suffit de comparer les couvertures des hebdomadaires français à 15 jours d'intervalle. On voit à peu près les mêmes titres. Et même bon, il suffit de comparer
les journaux télévisés, il suffit de comparer les journaux radiophoniques des chaînes à grande diffusion, au pire, l'ordre des informations change, disons au pire ou au mieux. En fait, il y a une sorte d'unification par la concurrence, et les produits télévisés sont des produits de collectif, mais pas seulement du collectif constitué par l'ensemble du journal ou l'ensemble d'une rédaction, mais du collectif constitué par l'ensemble des journalistes. Bon, c'est-à-dire que, bizarrement, on pourrait dire, on pose toujours la question, mais qui est le sujet d'un discours, hein? Je suis en train de parler, et qui parle? Est-ce que c'est moi? On n'est jamais sûr d'être le sujet de ce qu'on dit, hein. Pour une grande part, on dit des choses qu'on a apprises, etc. Bon, Descartes disait déjà, nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, enfin, nous disons beaucoup moins de choses originales que nous ne le croyons. Bon. Mais c'est particulièrement vrai dans des univers où les contraintes collectives sont très fortes, et en particulier les contraintes de la concurrence, dans la mesure où chacun des acteurs, des agents, des producteurs, est amené à faire des choses qu'il ne ferait pas si les autres n'existaient pas, des choses qu'il fait pour arriver avant les autres, voilà. Alors, un phénomène très précis qui illustre très bien ça, c'est personne ne lit autant les journaux que les journalistes. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on oublie. Moi, j'ai beaucoup d'amis journalistes, et ça m'amuse toujours. Et ils me disent, ah, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as lu, etc. Bon, c'est très étonnant. Ils pensent que tout le monde lit tous les journaux. Ils oublient, par exemple, que, d'abord, il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les journaux, et ensuite que ceux qui lisent les journaux en lisent un. Il est très rare qu'on lise le même jour Le Monde et Libé, à moins d'être un professionnel. Bon. Alors, pour eux, l'instrument majeur, c'est la revue de presse. Bon, la revue de presse, qui est une fiction journalistique, ça n'amuse personne. D'ailleurs, c'est un truc rituel qui a dû être inventé au XIXe siècle et qu'on vous assène tous les matins dans les radios, ou dans les radios surtout. Bon, la revue de presse, c'est un instrument professionnel, c'est-à-dire pour savoir ce qu'on va dire, il faut savoir ce que les autres ont dit. Ce qui fait que, par exemple, pour faire mon programme du journal télévisé de midi, il faut que j'ai lu les journaux du soir. Et pour faire mes titres du journal du soir, il faut que j'ai vu le 20h de la veille. Bon, alors, ça fait partie des prérequisites, des exigences tacites du métier. Bon. Donc, alors, c'est à la fois pour être dans le coup, pour voir ce qu'ils ont fait, etc., pour se démarquer, mais se démarquer, ce sont des différences infinitésimales auxquelles les journalistes accordent une importance fantastique et qui passent complètement inaperçues des téléspectateurs. Ça, une de leurs croyances, c'est que, par exemple, lorsqu'ils battent, un exemple, bon, on dira, bon, je cite, hein, les sociologues sur la cité, ils disent on a niqué TF1. Bon, alors ça veut dire quoi? On a niqué TF1, c'est comme ça qu'on parle. C'est une façon de dire nous sommes en concurrence, nous produisons des petites différences, hein, on retraduit ça. Bon, exister dans beaucoup d'univers sociaux, c'est pareil chez les intellectuels, hein, c'est différé. Hein, c'est comme, je dis aux intellectuels pour les énerver, vous êtes comme des phonèmes, vous existez par la différence. Bon, alors, bon, on a niqué TF1, ça veut dire on est une différentielle de sens. Bon, on est arrivé trop vite avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah ben, eux, ils n'ont pas eu le son, nous, on a le son. Ou bien, ils ont des trucs absolument imperceptible, bon, du spectateur moyen qui ne pourrait percevoir s'il voyait les deux. Alors il n'y a pas de gens assez vicieux pour se taper deux journaux télévisés. Bon. Donc de toute façon ça passe complètement inaperçu et ça reste et en même temps c'est très important du point de vue des producteurs qui agissent en vue de produire des différences dont personne ne s'aperçoit, mais parce qu'ils ont l'idée que ces différences étant perçues, elles contribuent à l'audimat. Et l'audimat, alors ça j'y reviendrai, l'audimat c'est le dieu caché de cet univers, c'est ce qui règne sur les consciences, et perdre un point d'audimat, dans certains cas, c'est la mort, hein, c'est la mort sans phrase. Bon. Si on se demande, enfin, c'est une question qui peut paraître naïve, comment sont informés les informateurs? Bon, ces gens qui sont chargés de nous informer, comment s'informent-ils? Bon. En gros, les informateurs sont informés par d'autres informateurs. Il y a une sorte de cercle de l'information. Bon, bien sûr, il y a l'AFP, il y a les agences, etc., mais une part très importante, peut-être la part essentielle, celle qui décide, c'est conduit à décider cette sorte de méta-information, d'information sur l'information qui permet de décider ce qui est important, ce qui mérite d'être transmis, etc. Cette information sur l'information vient en grande partie des autres informateurs.
Et cela conduit à une sorte de nivellement, d'homogénéisation des hiérarchies d'importance. Alors, je me rappelle avoir eu un entretien avec, je crois que ça s'appelle un directeur des programmes, enfin celui qui décide, enfin ce qui sera mis dans le journal de 20 heures, etc., dans une chaîne publique. Il était dans l'évidence totale. Je lui disais, mais pourquoi mettez-vous ça en premier, ça en second? Bon, c'est évident. Bon, alors l'évidence, enfin, n'est jamais évident. Enfin, c'était bon, c'est évident pour quelqu'un qui a des catégories de perception qui sont ajustées aux catégories objectives. Bon, c'est un peu abstrait, mais c'est évident sous certaines conditions. Bon. Et évidemment, dans les différentes positions à l'intérieur du milieu du journalisme, les différents journalistes trouvent inégalement évident ce qui est tenu pour évident. Bon, alors je pense que par exemple les directeurs de chaîne, les Guignols plaisantent sans arrêt sur un certain nombre de responsables des émissions, ceux qui incarnent l'audimat et qui chassent enfin, un producteur, un présentateur malheureux, bon, ces espèces de dieux méchants qui incarnent. Bon, ces gens-là ont un sentiment d'évidence qui n'est pas nécessairement le sentiment d'évidence de la petite pigiste qui débarque pour faire un sujet, ou bien qui propose un sujet à qui on dit non, ça n'a aucun intérêt, ou etc. Bon. Donc on ne peut pas concevoir ce milieu comme totalement homogène. Et il y a, et c'est pourquoi mes analyses peuvent paraître très très injustes, il y a des braves gens, des petits, des petites, des jeunes, des subversifs, des casse-pieds qui luttent désespérément pour introduire des petites différences dans cette énorme bouillie homogène qu'imposent les cadres, etc. Mais les cadres eux-mêmes n'étant que le bras, oui c'est ça, le bras de l'audimat. Bon, j'en viens à l'audimat, c'est le plus important. L'audimat, donc, c'est cette mesure du taux d'audience dont bénéficient les différentes émissions, et il y a des mécanismes, enfin actuellement, dans certaines chaînes, qui permettent de vérifier l'audimat quart d'heure par quart d'heure, etc. Donc on peut voir quand ça baisse, etc. Et même, ça c'est un perfectionnement qui a été introduit récemment, on peut même voir les variations par catégorie sociale grossière, etc., etc. Donc on a une connaissance très très précise, enfin, de ce qui passe et ce qui passe pas, etc. Et cette sorte de mesure est devenue le jugement dernier. C'est le jugement dernier du journaliste qui, jusque dans les lieux les plus reculés du journalisme, les plus autonomes, peut-être à part le Canard enchaîné, le Monde diplomatique, enfin, il y a quelques petites revues d'avant-garde animées par des gens généreux et irresponsables. Enfin, actuellement, l'audimat est dans tous les cerveaux. Je pense que la force de cette institution a été de créer ce que les historiens appelleraient une mentalité. Il y a une mentalité audimat aujourd'hui dans les salles de rédaction, dans les maisons d'édition, etc. On pense en termes de succès commercial. Bon, parce qu'audimat, ça veut dire ça. C'est pas dire le succès démocratique, ça veut dire le succès commercial. Et bon, il y a simplement une trentaine d'années, et ça depuis le milieu du XIXe siècle, depuis Baudelaire, Flaubert, etc., le succès commercial pour un écrivain était suspect. Le succès commercial, enfin pour un écrivain, oui c'est ça, dans le milieu des écrivains d'avant-garde, des écrivains pour écrivains, des écrivains reconnus par les écrivains, de même pour les artistes reconnus pour les artistes, le succès commercial immédiat était suspect. On y voyait un signe de compromission avec le siècle, avec l'argent, etc. À travers l'audimat, c'est la logique du commercial, bon, qui s'impose aux productions culturelles. Or, il est important de savoir que, historiquement, toutes les productions culturelles que nous considérons, au moins moi, et un certain nombre, heureusement je ne suis pas le seul, j'espère, qu'un certain nombre de gens considèrent comme les productions les plus hautes de l'humanité, les mathématiques, la poésie, la littérature, la philosophie, etc. Toutes ces choses, enfin, bon,
ont été produites contre l'équivalent de l'audimat. Elles ont été produites contre la logique du commerce. Or, donc, voir se réintroduire cette mentalité audimat jusque dans les univers de production d'avant-garde, jusque chez les éditeurs d'avant-garde, jusque dans les institutions savantes, bon, qui se mettent à faire du marketing, etc. Bon, c'est très très inquiétant parce que cela risque de mettre en question les conditions même de la production de ces œuvres ésotériques, réservées à quelques-uns, mais qui en même temps sont les accomplissements les plus hauts de l'esprit humain. Donc l'audimat presse et introduit la logique du commercial. Et alors sur la télévision, il exerce un effet tout à fait particulier, c'est qu'il se retraduit par la pression de l'urgence, la concurrence entre les journaux, la concurrence entre les journaux et la télévision, la concurrence entre les télévisions prend la forme d'une concurrence temporelle pour le scoop, pour être le premier. Bon. Et par exemple, dans un livre de Alain Accardo, où il présente un certain nombre d'entretiens avec des journalistes, il montre comment les journalistes de télévision sont amenés, parce que tel médium, telle télévision concurrente a couvert une inondation, à aller couvrir l'inondation, en essayant d'avoir quelque chose que l'autre n'a pas eu. Enfin bref, il y a des objets, les inondations, les incendies, les catastrophes, etc., bon, qui sont imposés aux téléspectateurs parce qu'ils s'imposent aux producteurs, et ils s'imposent aux producteurs parce qu'ils sont imposés aux producteurs par la concurrence avec d'autres producteurs, etc. Cette sorte de pression croisée que les journalistes font peser les uns sur les autres, donc, est génératrice de toute une série de conséquences qui se retraduisent par des choix, par des absences, par des présences, etc. Il est vrai qu'il y a un lien entre la pensée et le temps. Et je pense qu'un des problèmes philosophiques majeurs, enfin, que pose la télévision, c'est le problème des rapports entre la pensée et la vitesse. Est-ce que on peut penser dans la vitesse? Est-ce que la télévision, en donnant la parole à des penseurs qui sont censés penser à vitesse accélérée, ne se condamne pas à avoir on pourrait dire des fast thinkers, des penseurs accélérés qui pensent plus vite que leur ombre, et qui pensent précisément? Alors on peut se demander pourquoi sont-ils capables de répondre à ces conditions tout à fait particulières. Pourquoi arrive-t-il à penser là où personne ne pense plus, hein? Parce que, semble-t-il, la réponse, parce qu'ils pensent par idée reçue. C'est-à-dire, c'est l'expression de Flaubert sur laquelle on ne réfléchit pas. Dictionnaire des idées reçues, ça veut dire des idées reçues par tout le monde, mais ça veut dire aussi des idées qui, quand vous les recevez, sont déjà reçues. Donc le problème de la réception ne se pose pas. Le problème de la communication, que ce soit la communication d'un livre, d'un message télévisuel, etc., le problème de la communication majeur, c'est est-ce que les conditions de réception sont remplies? Est-ce que celui qui écoute a le code pour décoder ce que je suis en train de dire, etc. Bon, quand vous envoyez une idée reçue, c'est comme si c'était fait. Le travail est résolu. Vous envoyez alors les lieux communs qui jouent un rôle énorme dans la conversation quotidienne ont cette vertu, c'est que tout le monde peut les recevoir. Donc la pensée, tout court, la pensée est par définition subversive. Bon, ça, elle doit commencer par démonter des idées reçues et ensuite elle doit démontrer. Bon, et quand Descartes parle de démonstration, il parle de longues chaînes de raisons. C'est-à-dire ça prend du temps. Il faut enfiler une série de propositions enchaînées par des donc en conséquence. Cela dit, est entendu que, etc. Bon, ce déploiement de la pensée pensante, enfin, est intrinsèquement lié au temps. Bon, c'est pas seulement parce que, ça fait partie aussi de la condition de l'urgence, ils ont des carnets d'adresses. On dit sur la Russie, c'est même carrière en cause. Enfin, il y a comme ça des locuteurs obligés qui dispensent de chercher qui aurait peut-être quelque chose vraiment à dire. Hein, bon, mais il y a aussi le fait que pour être capable de penser dans des conditions où on ne pense plus, en état d'asphyxie, de penser, bon, il faut être un penseur d'un type particulier. Alors, il faudrait passer au débat, parce qu'on peut dire, mais il y a tout de même à la télévision place pour des débats. Alors
alors là je vais aller vite parce que je pense que la démonstration est plus facile à faire. Il y a d'abord les faux débats, les vrais faux débats. Bon, ceux qu'on reconnaît tout de suite quand vous voyez à la télévision Alain Minc et Attali, quand vous voyez Alain Minc et Sormand, quand vous voyez Julliard et Humbert, etc. Bon, il y a un monde clos d'interconnaissance, d'intercommunication, qui est dans une logique d'auto-renforcement permanent. Bon, ce sont des gens qui se voient entre eux, qui se confirment, qui s'opposent, mais de manière tellement convenue. Alors, il y a des débats apparemment vrais. Bon, et je vais en analyser un assez rapidement. C'est bon, c'est l'exemple que j'ai pris. C'est le débat organisé par Cavada pendant les grèves de novembre. Bon, c'est un débat qui a toutes les apparences du débat démocratique. Bon, et c'est pour ça que je l'ai pris, pour pouvoir raisonner a fortiori. C'est le plus mauvais exemple pour ma thèse. Donc je pense que si je convainc à propos de cet exemple, a fortiori on pourra faire ça sur le débat de Bilalian, qui lui était caricatural, tout le monde s'en est aperçu, bon, ou sur les débats ordinaires. Quand on regarde ce qui s'est passé à ce débat, et là je vais procéder comme j'ai fait jusqu'à présent, je vais aller du plus visible au plus caché, on voit une série d'opérations de contraintes, de censure. Bon, premier niveau, le rôle du présentateur. Alors ça, c'est ce qui frappe toujours les spectateurs. Les spectateurs voient bien que le présentateur fait des interventions contraignantes. Bon, c'est lui qui impose le sujet, c'est lui qui impose la problématique. Par exemple, dans le débat de Durand, il y avait « Faut-il brûler les élites ?» C'est raffiné. Tout le monde sait que on sait d'avance la question, c'est une question tellement absurde que bon, la réponse oui ou non sont également absurdes. Enfin, bon. Donc, il impose la problématique, il impose les questions précises au nom du respect de la règle du jeu. Hein, alors, évidemment, le respect de la règle du jeu est à géométrie variable. Ça serait facile à démontrer. La règle n'est pas la même quand il s'agit d'un syndicaliste, quand il s'agit de M. Perfit, membre de l'Académie française, etc. Bon, il distribue la parole. Il distribue les signes d'importance, ce qui est, alors là, extrêmement important. C'est un travail qu'ont fait certains sociologues. Ils ont essayé de dégager l'implicite de la communication, l'implicite non verbal de la communication verbale. Bon, c'est-à-dire que nous disons autant par les regards, par les silences, par les gestes, par les mimiques, les mouvements des yeux, etc., que par la parole elle-même, bon, et aussi par l'intonation, par toutes sortes de choses bon. Or, ce qui est important, c'est ce qui devrait décourager les fanatiques des miroirs de Narcisse, c'est devrait les décourager d'y aller. En fait, on livre énormément plus qu'on ne peut contrôler. C'est impossible. Il y a tellement de niveaux dans l'émission, ne serait-ce que du langage. Enfin, si on contrôle le niveau phonologique, on n'y contrôle pas le niveau syntaxique. Enfin bref, il y a tellement de choses à contrôler. Si en plus on ajoute le geste, etc., il y a tellement de choses à contrôler que personne, même le plus maître de lui-même, à moins de jouer un rôle ou de faire la langue de bois, ça c'est une des fonctions de la langue de bois, jouer un rôle finalement, personne ne peut tout contrôler. Bon. Alors, le présentateur lui-même intervient par le langage conscient, sa manière de poser des questions, par exemple son ton. Il dira aux uns veuillez répondre, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas répondu à la question, sur un ton cassant, mais j'attends votre réponse, est-ce que vous allez reprendre la grève, etc. Bon. Et aux autres il dira mais sur un ton respectueux. Bon. Alors j'ai vu un exemple qui est très, très significatif, c'est le merci. J'ai comparé, ça peut se faire avec des exemples. Il y a une manière de dire merci qui consiste précisément à remercier. C'est merci, ça veut dire ça va, terminé, passons au suivant. Où on dit vraiment merci, je vous remercie, on accorde de l'importance à votre parole, enfin on accueille la parole. Bon, alors ça se manifeste infinitésimalement, mais l'interlocuteur encaisse. Il encaisse la sémiologie, enfin la sémantique apparente et la sémantique cachée, il encaisse les deux, et il peut perdre ses moyens. Donc, le présentateur distribue les temps de parole, il distribue le ton de parole, respectueux ou dédaigneux, attentionné ou impatient. Par exemple, il y a une façon de faire ouais. Bon,
c'est pas encore fini, enfin, qui presque, qui consiste à faire sentir à l'interlocuteur. Par exemple, dans les entretiens, nous savons ça très bien, il y a une manière, c'est très très important, de renvoyer aux gens des signes d'acquiescement, des signes d'intérêt. Sinon, les gens se découragent, peu à peu la parole tombe. Enfin, nous attendons même des toutes petites choses, du type oui, oui, des hochements de tête, des petits signes d'intelligence, comme on dit. Bon. Ces choses-là, le présentateur les manipule consciemment et inconsciemment. C'est encore son inconscient, très souvent, qui intervient. Plus que son conscient, et par exemple son respect des grandeurs, qui sont souvent des fausses grandeurs. Dans le cas particulier, un autodidacte un peu frotté de culture va admirer les fausses grandeurs, les académiciens. Donc il va manipuler encore l'ordre de parole, il va surtout manipuler l'urgence. Et là, on retrouve l'éternel problème. Il se sert du temps, et de l'urgence du temps, de l'horloge, de la clepsydre, comme disait Platon, pour couper, pour ne pas laisser parler, pour interrompre. Et alors là, il a un recours, comme tous les présentateur, il se fait le porte-parole du public et il dit je vous interromps, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Bon, alors, il ne laisse pas entendre qu'il est idiot, ça peut arriver. Il laisse entendre que le téléspectateur de base, qui par définition est idiot, ne comprendra pas et que donc il se fait le porte-parole des imbéciles pour interrompre un discours intelligent. Voilà. Bon, alors que, bon, ça je l'ai observé, les gens supposés demander ce rôle sont les plus énervés par les coupures. Hein, bon. Les apparences de l'égalité sont respectées et on peut dire, dans le cas particulier, parce que ça pose un problème tout à fait important du point de vue de la démocratie, que évidemment tous les locuteurs ne sont pas égaux sur le plateau. C'est évident que quand vous avez des professionnels du plateau, c'est une habitude, etc., des professionnels de la parole et du plateau, et en face d'eux, des amateurs, ça peut être les grévistes qui autour d'un feu de bois, etc., évidemment que c'est une inégalité extraordinaire, et que pour arriver à un tout petit peu d'égalité, il faudrait que le présentateur soit inégal, c'est-à-dire qu'il assiste, bon, comme nous avons fait nous dans notre travail, quand nous voulons que quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la parole parvienne à dire des choses, et souvent ils disent des choses tout à fait extraordinaires que les gens qui ont la parole à longueur de temps ne sauraient même pas penser, bon, il faut faire un travail d'assistance à la parole. Bon, pour en oublier ce que je vais dire, c'est la mission socratique dans toute sa splendeur, ça consiste à se mettre en quelque sorte au service de quelqu'un dont on estime que la parole est importante, dont on veut savoir ce qu'il a à dire, savoir ce qu'il pense, tout en l'aidant en quelque sorte à accoucher. Bon. Or, c'est pas du tout ce qu'ils font. Non seulement ils n'aident pas les défavorisés, si on peut dire, mais ils les enfoncent. Bon. Là, on est encore au niveau phénoménal. On a le présentateur, son rôle. Une partie de ce que j'ai dit est conscient. Hein, pas chez les présentateurs. La preuve, quand je dis ça à des présentateurs, ils sont indignés. Hein, mais je répète, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne le font que mieux. Alors, deuxième niveau, la composition du plateau. La composition du plateau elle-même est extrêmement importante. C'est un travail invisible dont le plateau lui-même est le résultat. Par exemple, il y a tout un travail d'invitation préalable. Il y a des gens qu'on ne songe pas à inviter. Bon, il y a des gens qu'on invite et qui refusent. Il y a toute une série bon, le plateau est là, et c'est une illusion anthropologique. Enfin bon, le perçu cache le non perçu. Bon, et on ne voit pas dans un perçu construit les conditions sociales de construction. La composition du plateau est importante, parce que c'est là que c'est la limite, c'est les face-à-face, où on dit, monsieur, vous avez 30 secondes, vous avez consommé vos 30 secondes, on ostente, enfin, l'égalité, et le présentateur sonne comme un arbitre. Mais c'est toujours, la règle est toujours celle-là, je suis là pour que tout soit égal. En fait, le nombre d'acteurs engagés, par exemple, il y avait deux catégories sur ce plateau. Il y avait des acteurs engagés. Les grévistes étaient des gens qui étaient des protagonistes. Et puis il y avait d'autres qui étaient aussi des protagonistes, mais qui avaient l'air d'observateurs, bon, qui étaient là pour dire, il y avait des gens qui étaient là pour s'expliquer, on leur demandait explication, mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous embêtez les usagers, etc., etc., et d'autres qui étaient là pour expliquer. Donc ça s'était fait une grosse différence, qui était en position de métadisque.
Bon. Alors, dernière propriété invisible de cet espace, c'est la logique même de du jeu de langage, comme dit le philosophe. C'est-à-dire qu'il y a des règles tacites, enfin, de ce jeu qui va se jouer, et chaque univers social où se passe du discours a une structure telle que certaines choses peuvent se dire et d'autres non, etc. Alors, première implicite de ce débat, de ce jeu de langage, le modèle du débat démocratique réduit au modèle du catch. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait des affrontements, le bon, la brute, etc. Bon, et en même temps, tous les coups ne sont pas permis, c'est-à-dire qu'il faut que les coups se coulent dans la logique du langage formel, du langage savant. Bon, il y a autre propriété de l'espace, la complicité entre les professionnels que j'ai évoqué tout à l'heure. Enfin bon, les gens de télévision appellent ces gens-là que j'appelle les fast thinkers, là, les spécialistes de la pensée jetable. Ces gens-là, on les appelle des bons clients. Ce sont des gens qu'on peut inviter. On sait qu'ils seront de bonne composition, qu'ils vont pas vous soulever des problèmes, qu'ils vont pas vous faire des histoires. Ils parlent comme des robinets. Sans problème. Bon, alors on a un espace donc de bons clients. Qui sont comme des poissons dans l'eau, et puis d'autres qui sont des poissons hors de l'eau. Bon. Et puis, enfin, dernière chose invisible, c'est l'inconscient. Ça, j'ai fait allusion constamment. L'inconscient des présentateurs, et moi, il m'est arrivé très souvent, même en face de journalistes très favorables, très bien disposés à mon égard, d'être obligé de commencer toutes mes réponses par une mise en question de la question. Bon, c'est-à-dire les questions, le journaliste, encore une fois, il a ses lunettes, il a ses catégories de pensée, etc. Il vous pose des questions qui n'ont rien à voir avec rien, enfin, qui vont par exemple sur les problèmes des banlieues, ils ont tous les fantasmes que j'ai évoqués tout à l'heure, et avant de pouvoir répondre, il faut dire poliment, oui, votre question semble se poser, mais il me semble qu'il y a une question plus importante, etc. Et quand on n'est pas un tout petit peu préparé, on répond à des questions qui ne se posent pas, qui ne se posent que dans la tête des journalistes. Il apparaît que la télévision est un instrument de communication très peu autonome, sur lequel s'exerce toute une série de contraintes qui tiennent à la fois aux relations sociales entre les gens qui produisent, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, aux structures mentales de ces gens, c'est-à-dire à tout ce qu'ils ont dans la tête du fait de leur formation, de leur origine, de leur éducation, et aussi du fait de la place qu'ils occupent dans cet univers social qu'est le monde journalistique. Alors, cet instrument de communication qu'est la télévision, apparemment débridé, est en fait bridé. Lorsque, dans les années 60, la télévision est apparue comme un phénomène nouveau, un certain nombre de sociologues, avec beaucoup de guillemets, se sont précipités pour dire que la télévision, en tant que moyen de communication de masse, allait massifier. La télévision était censée niveler, identifier peu à peu tous les consommateurs de télévision et produire une sorte de consommateur culturel de masse. En fait, il surestimait la capacité que détient la télévision d'agir sur les téléspectateurs. J'avais très peu parlé, et je n'en parlerai pas dans cet exposé. Ce qu'il sous-estimait, c'est la capacité de la télévision, la capacité qu'a la télévision d'agir sur les gens qui la produisent et sur les autres journalistes, et plus généralement sur l'ensemble du milieu des producteurs culturels. Et le phénomène le plus important, qui était assez difficile à prévoir, c'est l'extension extraordinaire de l'emprise de la télévision sur l'ensemble des activités de production culturelle, y compris des activités de production scientifique, y compris les activités de production artistique. Aujourd'hui, la télévision a modifié très profondément tous les univers sociaux, et elle a porté, et cela parce qu'elle porte à l'extrême, à sa limite, une contradiction
qui hante tous les appareils de production culturelle. Et cette connexion, il faut que je l'explicite rapidement, parce que elle était présente souterrainement dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est la contradiction entre les conditions dans lesquelles il faut être placé pour pouvoir produire un certain type d'œuvre. J'ai cité les mathématiques parce que c'est le plus évident, mais c'est vrai aussi de la poésie d'avant-garde, c'est vrai aussi de la philosophie, c'est vrai aussi de la sociologie, etc. Donc, contradiction entre les conditions sociales et économiques dans lesquelles il faut être placé pour pouvoir faire des œuvres qu'on appelle pures. Bon, pur, c'est un mot un peu ridicule, disons autonomes par rapport aux contraintes commerciales, etc. Et d'autre part, les conditions sociales de transmission des produits obtenus dans ces conditions. Bon, c'est-à-dire il y a une contradiction entre les conditions dans lesquelles il faut être pour pouvoir faire des mathématiques d'avant-garde, de la poésie d'avant-garde, et les conditions dans lesquelles il faut être pour pouvoir transmettre ces choses à tout le monde. Bon. Et la télévision porte à l'extrême cette contradiction. Dans la mesure où elle subit plus que tous les autres univers de production culturelle la pression du commerce par l'intermédiaire de l'audimat, etc. Alors, ce qui advient, c'est que dans cet univers de ce petit monde, ce petit microcosme qu'est le monde du journalisme, les tensions entre ceux qui voudraient défendre les valeurs de l'autonomie, de liberté à l'égard du commerce, de liberté à l'égard de la commande, liberté à l'égard des chefs, liberté, etc. Bon, la tension entre donc ceux qui voudraient défendre la liberté et ceux qui se soumettent à la nécessité et qui en sont récompensés. Bon, ces contradictions sont très grandes et je pense qu'il y a dans le journalisme actuellement de très grandes tensions qui ne s'expriment pas parce que les conditions ne sont pas très favorables. Par exemple, il est très significatif que dans les mouvements de grève récents, la télévision et la radio ont été silence radio, hein, alors qu'en 68, la radio et la télévision étaient un des lieux de contestation majeure, pour une raison. Donc je pense que ces tensions sont rentrées, ces tensions sont refoulées, sont censurées, et cela dit, la télévision est déchirée par toute une série de contradictions. Autrement dit, cette tension entre ce qui est demandé par la profession et les aspirations que les gens acquièrent dans les écoles de journalisme, etc., cette tension est de plus en plus grande, quoique il y a aussi une adaptation anticipée, c'est-à-dire qu'il y a une fraction de gens, on dit aux dents longues, ils sont mal vus, hein, bon, mais bon, ils s'adaptent. Et un journaliste me disait récemment que la crise de la quarantaine qui était connue chez les journalistes il fallait arriver jusqu'à 40 ans pour découvrir que ce n'était pas du tout ce qu'on croyait. Hein. Et les journalistes faisaient une espèce de désenchantement qui coïncidait avec la quarantaine. Ça devient une crise de la trentaine, c'est-à-dire les gens découvrent de plus en plus vite les nécessités terribles du métier, et en particulier toutes les contraintes terribles associées à l'audimat, etc. etc. Bon. Donc, pour une seconde, donc maintenant, pour comprendre, une chose importante, c'est que j'ai pu laisser entendre tout au long de mon exposé que j'ai pu laisser croire que j'imputais aux responsabilités individuelles des présentateurs, des communicateurs, etc., les phénomènes que je décris, en fait, pour comprendre vraiment, il faut passer au niveau des mécanismes globaux, au niveau des structures. Et Platon disait que nous étions les marionnettes de la divinité. Et en fait, le monde de la télévision est vraiment un univers où on a l'impression que les agents sociaux, tout en ayant toutes les apparences de l'importance, de la liberté, de l'autonomie, tout en étant entourés d'une aura extraordinaire. Enfin, les journaux de télévision chantent les louanges de ces gens. Bon. Ces gens-là sont très peu de choses. Enfin, sont des marionnettes d'une nécessité qu'il faut décrire, d'une structure dont il faut décrire les mécanismes.